L'ancien ministre de l'eau et de l'énergie qui était au cœur du développement des infrastructures au Cameroun, quand on connaît l'importance de ce ministère, est actuellement incarcéré en prison. Avec lui, le coordonnateur national de la bonne gouvernance, Oyono, et plein d'autres personnalités. Et on se demande, on arrive à se demander, avec tout ce qu'on voit comme détournement de fonds publics, corruption, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'article 66 sur la déclaration des biens pose problème? Bon, je vous ai répondu tout à l'heure en abordant cette question, puisque je vous ai dit qu'au fond, que le ministre des Finances qui crée cette fiche de dénonciation dans le cadre de l'opération CIGIPES, n'est-ce pas, pour le recensement, l'inventaire des fonctionnaires, qu'il le fasse aussi, n'est-ce pas, pour la dénonciation de l'enrichissement illicite. C'est-à-dire, c'est pratiquement l'article 66. J'ai presque répondu à votre question en disant que si cela se fait, comme on estime qu'en dénonçant les fonctionnaires, on va engranger l'argent, je pense aussi qu'en dénonçant, n'est-ce pas, en créant une fiche pour la dénonciation de l'enrichissement illicite, on engrangerait bien davantage. Et ce serait un moyen bien plus efficace, n'est-ce pas, de pouvoir le faire. Il n'est pas normal d'avoir un article comme celui-là dans la Constitution et de ne pas l'appliquer. La plupart, je vous signale que la plupart des pays qui luttent ou qui ont l'envie, je parle bien d'envie ou la volonté d'être efficace dans la lutte contre la corruption, utilisent le dispositif de la dénonciation. Comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'au niveau de la population, on doit tout simplement retenir que le gouvernement ne veut pas combattre la corruption parce qu'il est hors de question qu'on ait été 2 fois numéro 1 au monde en matière de corruption selon Transparency et chaque année dans le top des pays les plus corrompus et qu'on ne soit pas capable de mettre en application. Vous répondez encore une fois, comme on dit en anglais, ouais, there is a way, there is a way. Qui veut peut. Si on a la volonté de la combattre, les moyens sont là. Je vous ai déjà parlé du paiement électronique. Les paiements électroniques enlèvent toute possibilité, n'est-ce pas, de paiement informel, de manipulation d'argent. Ça, c'est-à-dire que la manipulation des espèces cesse. Ensuite, l'enrichissement illicite. Ça aussi, vous comprenez? D'abord, la manipulation des espèces et puis l'article 66, c'est autant d'instruments qu'on devrait utiliser à l'aide de l'électronique pour combattre la corruption. Il y a une personnalité publique et vous devrez peut-être avoir entendu parler de lui. Il s'agit de Dieudonné Essomba. Il a posé le problème dans le cadre de la lutte contre, dans le cadre des arrestations qu'il y a eu dernièrement. Et il s'est interrogé de ce que faisaient Dieudonné Oyono et Bekolo Adola. Attendez, je comprends la préoccupation en fait. Parce que pour lui, c'était une période où on indexait une tribu qui serait victime de cette campagne d'arrestation. Non, attendez, je comprends certainement l'étonnement de Dieudonné Oyono, de Dieudonné Essomba, je veux dire, et qui me paraît être un homme sincère, n'est-ce pas, certainement aussi compétent dans son domaine. Mais sur ce point particulier, je n'ai pas adhéré. Pourquoi? Parce que je n'aborde pas les problèmes de la République par l'ethnie ou par la communauté. Parce qu'au fond, poser la question de ce que Oyono et Bekolo sont partis faire à Douala, c'est inversement poser la question de ce que moi je fais à Yaoundé ou de ce que vous faites à Yaoundé. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ne même plus remonter à l'histoire de la République. Ce que nous voulons, comme nous construisons une République, nous ne sommes pas en train de construire nos communautés ancestrales. Même nos communautés ancestrales étaient déjà un peu plus ouvertes. Mais davantage encore quand on a l'idéal de la République. L'idéal de la République n'a pas de barrières communautaires. Au contraire, on franchit les barrières communautaires qui n'existent pas. On construit une fraternité, une solidarité et tout. Et dans certains cas, certains gars bêtis ne sauraient peut-être pas que... Moi, je connais ces gens dont ils parlent. Ils les ont connus aujourd'hui. Moi, je les connais depuis le collège. Ok. Quelqu'un comme Bekolo, Bruno, au moment où moi je le rencontre,
en tant que collégien, je suis sûr que Dieudonné Somba ne le connaît pas. Vous comprenez? Et je suis à Liberman. En fait, à un moment donné, c'est la science qui va nous séparer. Moi, je vais aller faire les mathématiques dans la série C. Lui, il ira faire, n'est-ce pas, la série de économie A et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui va nous séparer. Mais c'est quelqu'un que je connais. Et d'ailleurs, je me souviens, à cette époque, lorsque mon père venait me chercher pour entrer à la maison, il m'était loisible de lui dire « Bruno, tiens, on va aller manger à la maison ». Et Bruno venait, on allait chez moi, on mangeait, il conversait avec mes parents. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, il ne m'est jamais venu à l'esprit de me poser la question tribale. Et donc, au moment où moi, je connais Bekolo comme camarade de classe, je suis sûr que beaucoup de bêtis ne le connaissent pas. Au moment où nous fraternisons au collège, je suis sûr que beaucoup de bêtis ne le connaissent pas, n'est-ce pas? Et j'ai dit à un moment donné, on se sépare. D'ailleurs, après le bac, bon, nous, on est sélectionnés pour aller faire des études d'ingénieur. Et nous, on part. Ils sont restés à Yaoundé. C'est probablement à son retour à Yaoundé que certaines personnes le connaîtront. Mais il avait le libre choix d'aller étudier où il veut étudier. Ses parents avaient le libre choix de l'envoyer où il veut étudier. Ils pouvaient l'envoyer au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, selon le choix des gens. La question qui se pose aujourd'hui de qu'est-ce qu'ils sont partis faire à Douala. Je vous parle, si les institutions de gouvernance du Cameroun étaient plus efficaces, n'est-ce pas? Peut-être qu'on aurait arrêté à temps. Pas de contrôle permanent, pas de contrôle préventif. Parce que, Abbé Michel, je dois vous dire que la corruption, pour le moment, on n'utilise que le volet répressif. Mais la corruption a deux volets. Il y a le volet préventif. Mais le volet préventif, c'est quoi? C'est de contrôler en permanence ces gens, l'exécution des budgets, année par année. Lorsque quelqu'un sait qu'il est contrôlé de manière préventive, n'est-ce pas, il est dissuadé de commettre un certain nombre de dérives. Vous comprenez? Donc, il y a ce volet préventif qui doit également être mis en place. C'est pour dire que j'ai répondu à votre question. Je n'approche pas. Parce que quand bien même il y aurait une autonomisation des régions, les gens, pour passer d'une région à une autre, n'auraient pas besoin de passeport. Vous comprenez? Il y aurait libre circulation des biens et des personnes entre les régions, n'est-ce pas? Nous voulons construire une république et nous ne voulons pas construire encore moins une république ethnique. Nous voulons construire une république, n'est-ce pas, fondée sur l'idéal de fraternité, l'idéal de solidarité, n'est-ce pas, qui doit nous animer. Donc voilà ma réponse à cette question. On note de plus en plus la montée du tribalisme, que ce soit dans les réseaux sociaux. Mais la montée du tribalisme est simplement due parce que vous avez une gouvernance, je reviens toujours sur ces questions de gouvernance, vous avez une gouvernance qui s'adresse aux problèmes sociaux par le biais de cette logique. Les nominations par le biais de cette logique, pas par la logique de performance, la logique de compétence, la logique de méritocratie, mais qui s'adresse à ces nominations. Vous remplacez un individu par quelqu'un qui vient de sa région, de la même région que lui. Donc vous ne faites que, en fait, accentuer le côté communautariste. D'ailleurs, vous vous souvenez d'une de mes interventions à la télévision, je crois que c'était à la STV à l'époque, quand je disais que je n'aurais jamais appelé cette fameuse commission de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Je l'aurais intitulé Commission pour la promotion du bilinguisme et de l'unité nationale. Parce que l'État suprarégional a pour mission essentielle de promouvoir l'unité nationale. Dans les régions savent quoi faire de leur propre axe culturel. L'État suprarégional aura pour mission de justement faire brasser les régions, les activités qui promeuvent l'unité nationale, et ainsi de suite. Ceux qui nous lisent, ceux qui nous écoutent comprennent bien. C'est quoi la différence? C'est quoi qui pose problème dans le mot multiculturalisme connu par le chef de l'État? Non, le multiculturalisme a quelque chose d'insidieux. Le multiculturalisme, là, c'est quoi? En fait, c'est nos diversités. Nos diversités, c'est quoi? C'est nos diversités communautaires. Comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça qu'on prend toujours comme point d'appui pour dire que nous avons des cultures diverses et ainsi de suite. Et puis bon, le fait, c'est pas cette diversité qui doit définir ou qui doit nous diviser. Si vous voulez,
ce multiculturalisme, je ne sais pas ce que vous entendez par ça. Je veux dire, on sait bien que chaque région a un socle géographique, un socle culturel, et ainsi de suite. Mais bon, je dis la République, quant à elle, c'est-à-dire je suis là au plan national, la République, quant à elle, a pour mission et pour vision de promouvoir l'unité nationale. C'est l'activité de brassage, de permettre aux uns ou des autres de se rencontrer. C'est la construction des infrastructures de communication entre les différentes régions qui vont faciliter le brassage et la meilleure connaissance des peuples entre eux, et ainsi de suite. Donc voilà quoi. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que les Camerounais ne sont pas tribalistes et que c'est l'élite politique qui instrumentalise le tribalisme pour ses positionnements? Mais l'élite politique répond à des incitations qui sont données par les instances de gouvernance politique. On revient au problème de la gouvernance. On revient au problème de la gouvernance. L'élite politique ayant compris, n'est-ce pas, que le leadership politique gouverne à partir de ces incitations, n'est-ce pas, mais elle se dit que il vaut mieux que je retourne au village et que je retourne au village si je veux être connu. C'est pour ça que vous voyez d'ailleurs que les luttes entre cette élite politique-là, ce n'est pas des luttes de compétences, c'est des luttes de village. Chaque élite retourne dans son village. Vous avez même beau avoir une position qui vous met au niveau national, hein? Deuxième personnalité du pays, troisième personnalité du pays, quatrième personnalité du pays, ministre, et ainsi de suite. Mais vous n'arrivez jamais à comprendre pourquoi ces gens à ce niveau-là sont toujours en train de retourner dans leur village. Vous voyez aujourd'hui des ministres qui sont nommés, qui retournent constamment dans leur village comme s'ils étaient nommés parce qu'ils appartenaient à des villages. Donc il y a quelque part un système de gouvernance politique qui est fondé sur une logique communautaire. C'est pour ça que vous voyez les élites, elles ne sont pas bêtes. Vous les voyez répondre à ce type d'incitation. Si les types d'incitation donnés par les instances de gouvernance politique étaient autre chose, ces élites répondaient différemment. Et si vous avez un message à donner aux populations, notamment sur ce point précis, qu'est-ce que vous allez leur dire? Non, c'est vraiment, je vous réponds tout de suite, Albert Michel, c'est de ne jamais se laisser guider par le tribalisme. De ne jamais se laisser guider par le tribalisme. Je suis en train de vous dire que j'ai rencontré Bekolo dans mes années de collège. Je n'ai jamais, Bekolo Bruno, n'est-ce pas, je n'ai jamais pensé au tribalisme. Mon père venait me chercher pour aller manger à la maison. Je lui disais, Bruno, on va à la maison. De la même manière, Dieudonné Oyono, qui est à Koningui, c'est un ami. Nous avons milité dans le RDPC à l'époque avec pratiquement les mêmes idées. Et il y a des moments, j'étais en train de dire à Dieudonné, quand il venait dans mon cabinet très souvent, je disais, mais je parle bien de Dieudonné Oyono, hein. Je disais, mais je dis Dieudonné, mais non, il ne faut pas que tu te laisses faire, il ne faut pas que tu te laisses aller à ces... Et je disais, mais Christian, mais c'est très dur, tu sais, tu ne peux pas imaginer ce que nous subissons, les bêtises. Je dis, non, il ne faut pas qu'on se laisse faire. Il ne faut pas qu'on se laisse faire. Moi, quand vous rencontrez une amie, ainsi de suite, ce n'est pas écrit sur son visage qu'elle est bamiliquée, qu'elle est, je ne sais pas moi, Sawa ou qu'elle est bêtise. Ce n'est pas ça que vous regardez. Vous avez des atomes crochus, vous vous entendez. Et c'est ça. Je dis en plus que c'est ça la vision de la République. La vision de la République, Albert Michel, n'est pas une vision sectaire. Je me battrai encore avec l'énergie que je peux avoir pour lutter contre une vision sectaire du pays. D'abord, c'est la vision des paresseux. C'est vraiment une vision de paresseux. C'est la vision de ceux qui ne veulent pas construire une république et qui préfèrent aller par des critères ancestraux. Mais nous allons où avec des critères ancestraux? Il faut dépasser cette espèce d'archaïsme. Parce qu'il y a aujourd'hui un impératif de moderniser le Cameroun. Et il y a un impératif de modernité citoyenne. Si nous sommes mus par l'impératif de modernité citoyenne, n'est-ce pas, nous devons laisser ces espèces de clivages, de divisions, qui sont en fait pour moi le fait des gens paresseux, n'est-ce pas, qui ne veulent pas essayer d'avancer et qui n'aiment pas le progrès, qui préfèrent laisser dans une espèce de passé dans lequel on va s'enfermer.
on ne progressera jamais de cette façon-là. C'est la performance qui doit nous guider, parce qu'il faut que le Cameroun rentre résolument dans la modernité du monde, dans l'aventure humaine de la création de valeur. Et le Cameroun ne pourra pas entrer dans l'aventure humaine de création des valeurs avec de création de valeurs, de création de richesses, avec des valeurs négatives, comme celle-là, qui nous séparent, qui nous divisent, qui vous amènent à refuser, à reconnaître, n'est-ce pas, la qualité de votre frère, l'excellence de votre frère, simplement parce qu'il appartient à une autre tribu. Et lorsque les enfants seront de plusieurs tribus, par à travers des mariages croisés, qu'est-ce que vous en ferez? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut lutter contre cette tendance avec la dernière énergie. Conseiller, nous allons aborder un dernier volet de notre entretien et là on va parler de vous. Le journal Essingan a réagi dernièrement par rapport à un article que vous avez écrit notamment sur le barrage de Lebanga qui devrait être porté par un homme politique. Et vous avez répondu en disant vous êtes conseiller d'un chef d'État, vous n'êtes pas conseiller d'un chef de gang. Qu'est-ce que vous essayez d'expliquer? Parce que le journal Essingan est allé jusqu'à dire que vous jouez contre le président de la République, alors que vous êtes supposé être son conseiller. Mais attendez, je joue contre le président de la République. Ils sont libres de leurs propos. Hein. En tout cas, moi, j'assume les miens. Je pense que j'ai tenu ces propos dans le cadre d'une annonce de Célestin Bézigui qui disait qu'il va soutenir le président Paul Biya parce que le président a donné l'autorisation à un projet dont lui était le promoteur, et le projet concernait la construction d'un barrage de 1000 MW dans un village de la Léquié qu'on appelle le Banga. À ce projet était associée une usine d'aluminium qui allait traiter l'alumine en provenance de Ngaoundéré, de Mini-Martap, je veux dire. Et voilà, j'ai dit que c'est un projet pratiquement utopique, n'est-ce pas, qui est hypothétique, et j'ai fait les calculs nécessaires pour montrer que ce n'est pas le fait que le président de la République ait donné une autorisation à ce projet qui en garantit les financements. Tous les projets qui sont susceptibles de contribuer au développement du Cameroun reçoivent ipso facto la bénédiction du chef de l'État. Mais cette bénédiction étant acquise pour tous les projets, ce n'est pas elle qui détermine la mobilisation des capitaux qui doivent les financer. La décision d'investissement est déterminée par des critères qui sont des critères, des facteurs techniques, commerciaux, financiers, qui résultent d'études menées par les promoteurs de ces projets, les investisseurs dans ces projets. Et à la lumière de ces critères-là, je montrais par les chiffres et par les faits que ce projet était un projet très hypothétique. Ceux qui voudraient le faire pourront consulter, n'est-ce pas, cet article. Alors, à l'occasion de cette sortie, il y a le journal Essingan qui a dit que je suis contre le chef de l'État. J'ai dit que c'est là où j'ai répondu dans une autre interview que je suis désolé, je ne suis pas le conseiller d'un chef de gang, que je conseille un vrai chef d'État. Et que dans ce conseil, je crois que le journaliste m'a même posé la question, est-ce que je ne m'attache pas à lui plaire ou à lui faire plaisir? J'ai dit que non, je n'ai pas à lui faire plaisir, n'est-ce pas? J'ai plutôt à lui donner le conseil qui doit l'aider à bien remplir sa mission. Et ce n'est pas une mission de chef de gang, c'est une mission de chef d'État. Et quand je dis chef d'État, je pense que vous connaissez les missions d'un chef d'État. Les missions d'un chef d'État, assurer la protection, n'est-ce pas, des citoyens, assurer l'intégrité du territoire, améliorer les conditions de vie de ces populations, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est dans ce cadre-là que je conseille le chef de l'État. Et d'ailleurs, si vous allez maintenant remarquer, vous allez bien vous rendre compte que personne n'est plus jamais revenu sur cette question. Parce que j'aimerais bien, d'ailleurs, dans cette interview, je disais bien que moi, je n'ai pas vu un papier où cette autorisation-là était donnée. Vous comprenez ce que je veux dire?
Il y a des gens qui ont créé des comités de projet ici, des comités de pilotage de projet pour dépenser, ont pu convaincre les autorités à créer ce genre de comité pour dépenser plein d'argent. Et c'est l'argent qui est dépensé, alors que nous savons dès le départ que ces projets ne se feront pas, que ce sont des projets qui ne sont pas bien faits, qui ne sont pas bien ficelés, qui sont hypothétiques. Et si j'ai la possibilité d'avertir le chef de l'État par rapport à ça, je le dis tout de suite, je vais vous dire tout de suite, ce le Banga là ne figure même pas dans la liste. Je vous ai dit qu'il y a déjà un inventaire qui a été fait à partir de 1983 par la SONEL à l'époque, n'est-ce pas, par la SONEL à l'époque, et qui a été mise à jour. Après, même pas besoin. Je veux dire, à partir de 1983, les Banga, comme site à potentiel hydroélectrique, ne figurent pas là-dedans. Donc les fameux 1000 MW ne correspondaient à rien du tout, c'est ce que je veux dire. Bon, encore une fois, nous avons également, n'oubliez pas, et vous faites bien, je vous félicite pour ce travail, le courage de le faire. Peut-être que vos lecteurs devraient le savoir, que souvent, vous êtes un peu, c'est de l'apostolat que vous faites de chercher à nous interviewer parce que nous leur apportons des réponses tout à fait fiables à leurs questionnements. Donc quand je réagis de cette manière pour donner des informations, je ne donne pas seulement ces informations pour dissuader le chef de l'État à faire plein de choses, mais c'est également pour former et informer les populations de manière qu'à leur tour, ils puissent prendre des décisions vraiment bien informées. Et je dois vous dire, je dois vous féliciter pour cela, parce que ce n'est pas un travail facile. Vous le faites pratiquement dans un dénuement de bénédictins, mais c'est parce que vous-même vous êtes attaché à bien informer les populations. D'accord. Et j'ai dit tout à l'heure que c'était la dernière question, mais on va chuter par celle-ci. Il y a un économiste camerounais. Il a enseigné à l'université de Douala, je ne vais pas donner son nom. Et lors d'une discussion, il m'a dit, après la CAN, les Camerounais vont souffrir. Ah, c'est probablement parce que vous vous retrouvez, après avoir fait des dépenses importantes de ce niveau-là, après avoir engagé des dépenses de ce niveau-là, si vous n'avez pas prévu comment utiliser ces investissements après, vous pouvez vous retrouver dans une espèce de dépression. C'est de ce phénomène qu'il parle. Puisque vous faites des stades à 60 000 personnes, à 50 000 personnes. Vous, les matchs aujourd'hui, vous n'arrivez même pas à remplir 10 000 personnes. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, après avoir conçu tous ces stades dont vous parlez là, que ce soit à Japoma, Bafoussam, Yaoundé, tout cela, avec les capacités qu'ils ont, vous n'êtes pas sûr, après la CAN, vous n'avez pas dit, vous n'avez pas réfléchi à la manière dont vous allez les utiliser. Si vous regardez le caractère moribond de nos tournois aujourd'hui, de la Fédération camerounaise de football et de ces tournois, vous pouvez comprendre immédiatement que nous allons rentrer dans une espèce de... C'est vrai qu'il a aussi évoqué l'argument de l'endettement et de la plus-value de cet endettement dans l'investissement même, notamment dans la construction du projet, des différents projets, parce qu'on se rend compte que, et vous avez réagi une fois lors d'un entretien dessus en évoquant le fait que pour la construction d'un stade, on se trouvait en train d'isoler les partenaires camerounais qui pouvaient bénéficier de ces projets. Les effets multiplicateurs, ça c'était les effets multiplicateurs à l'occasion de ces constructions. C'est toujours ça le problème de la planification. Si vous voulez maximiser le contenu local, si vous voulez maximiser les effets multiplicateurs locaux, il faut chercher à créer, à densifier les liaisons entre l'infrastructure que vous construisez, n'est-ce pas, et l'économie locale. Et la manière de densifier ces liaisons, c'est en ayant par exemple de la sous-traitance avec les entreprises locales, en utilisant les cabinets conseils locaux, en utilisant la main-d'œuvre locale. Or, je ne reviendrai plus là-dessus. La manière dont ces stades ont été construits en important des éléments préfabriqués nous a privés de la possibilité de le faire. N'est-ce pas? Nous a possibilité de faire tout ce que je suis en train de dire là. Et donc, ce sont des infrastructures qui n'auront même pas les effets multiplicateurs locaux qui auraient pu être attendus de ce genre d'investissement dans la plupart des autres pays. Parce que n'oubliez pas que les pays engagent souvent
ce genre de dépenses d'infrastructure en acceptant l'endettement associé parce que justement, ils veulent maximiser les effets multiplicateurs locaux. N'est-ce pas? La Chine, les Jeux Olympiques. On va même avoir, moi une fois j'avais visité la mosquée Hassan II, à Casablanca. Le roi Hassan II à l'époque avait insisté pour que la pierre qu'on va utiliser à la construction de cette mosquée soit la pierre taillée localement et que ce soit les tailleurs de pierre marocains qui aient cherché de la pierre pour construire, n'est-ce pas, cette mosquée. Alors, il y va de la mosquée, qui est quand même un ouvrage pas si complexe que ça, d'un grand ouvrage comme le stade et tout. Si vous avez cette préoccupation dès l'amont, pas simplement une préoccupation de prestige, d'organiser une manifestation, la première préoccupation quand vous faites ce genre d'infrastructure, c'est de tout faire pour maximiser, n'est-ce pas, les retombées locales. Si ce n'est pas fait de cette façon, alors là, même l'endettement associé va devenir, je veux dire, une hypothèque, un fardeau pour l'économie du pays. C'est d'autant que pour générer les revenus susceptibles de le rembourser, il faudrait les générer ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué le nombre de choses que nous sommes en train de faire, mais qui chaque fois ne génèrent pas de revenus. On a parlé du port tout à l'heure, sans revenus. On a parlé de l'usine de manioc de Saint-Mélima, sans revenus. Le tracteur de Bolo Investissement, sans revenus. Maintenant, vous ajoutez sans revenus. Aujourd'hui, maintenant, vous me parlez des stades. Ça fait quand même une accumulation d'investissements qui va monter assez facilement à plus de 800 milliards, dont il faudrait générer des revenus ailleurs, n'est-ce pas, pour pouvoir rembourser les dettes associées. C'est quand même une hypothèque sur les générations futures. Et je ne pense pas qu'il soit responsable qu'il soit très responsable pour des dirigeants économiques d'aujourd'hui de sacrifier la qualité de vie des générations à venir. C'est totalement irresponsable. Parce que quelque part, nous sommes en train de sacrifier la qualité de la vie des générations futures avec ce genre de décision. Est-ce que vous avez un mot de fin? Non, mais je pense qu'avec Michel, j'ai tout dit. Il faut simplement que, je dis, on a souvent l'habitude de me dire, conseiller, mais peut-être qu'un jour, il faudra vous jeter dans l'arène politique, parce qu'on croit que vraiment, tout ce que j'ai dit... Cette question m'est venue à l'esprit, mais je me suis abstenu. Mais pourquoi vous abstenir? Parce que il me semble que je suis l'une des premières personnalités à créer le lien constamment entre la sphère politique et la sphère économique. Mais ce n'est pas sur la base d'une fantaisie, c'est sur la base des recherches sur le développement qui ont établi qu'il y avait une corrélation très forte entre les instances de gouvernance politique et les performances économiques. Comprenez ce que je veux dire? Aujourd'hui, nous avons des instances de gouvernance politique qu'on qualifie d'exclusives. Et en anglais, on dirait extractive political institutions. C'est-à-dire que c'est des institutions extractives qui sont à se comporter d'une certaine manière, n'est-ce pas? Qui fait que les élites ne sont plus performantes. Les mêmes élites, quand vous les prenez, vous les mettez dans le cadre d'institutions de gouvernance inclusive, vous voyez tout de suite que ces mêmes élites changent de comportement. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est comme si vous prenez un Camerounais qui travaille aux États-Unis et qui performe, et le même Camerounais, dès que vous l'amenez au Cameroun, il vient dans un cadre où il a plutôt des incitations à se comporter comme un rentier, des incitations à devenir un corrompu. Donc, ce que je dis, c'est que les instances de gouvernance politique que nous avons ici, ce sont des instances de gouvernance politique que les études ont qualifiées d'instances de gouvernance exclusive, extractive. C'est-à-dire qui n'engendrent pas des incitations de nature à rendre le secteur économique performant ou même les dirigeants performants. Donc, en fait, quand vous me dites que, conseiller, mais
La politique, vous allez la faire quand? Mais je la fais chaque jour avec vous au cours de nos émissions. Peut-être que vous voulez que vous êtes en train de parler d'un autre mode, d'une autre façon de la faire. Effectivement, parce que moi, quand je parle de politique, c'est vrai qu'au départ, je vous ai présenté non plus comme conseiller à présidence, mais comme un homme politique. Sauf que tout de suite, là, quand je vous ai dit, j'ai pensé, je me suis abstenu, c'est parce que je me suis dit, avec tout ce que vous connaissez de l'État, de la gestion de l'État, qu'est-ce qui vous empêche? Mais je suis en train de, Albert Michel, je la fais tout le temps. De vous lancer dans la politique. Mais alors, En tant qu'acteur politique, en tant que personne qui souhaiterait avoir mandat du peuple. Alors, je vous dis par exemple que, Albert Michel, si je m'étais enfermé dans mon rôle de conseiller du chef de l'État, vous savez qu'on n'aurait jamais eu tous ces dialogues. Tout à fait. On n'aurait jamais eu tous ces dialogues. C'est parce que je me suis dit que je ne peux pas le faire. Ce n'est pas moi qui ai lancé un appel aux jeunes gens pendant une émission de ne pas être indifférents à la politique. Effectivement. Ce n'est pas moi qui ai dit aux jeunes gens, inscrivez-vous d'agir, de prendre leur destin en main, n'est-ce pas, de lire les dirigeants qui pourraient décider de leur vie demain parce que c'est leur vie, n'est-ce pas, de ne pas être indifférents à la politique, même s'ils ne le font pas de manière directe, n'est-ce pas, mais qu'ils choisissent au moins leurs dirigeants, de ne pas être indifférents à un domaine aussi décisif pour l'avenir d'un pays. C'est moi qui ai lancé cet appel. Et donc, si je restais simplement enfermé dans mon domaine de conseiller du chef de l'État, jamais je n'aurais fait ces sorties. Peut-être que vous êtes en train de me demander pourquoi moi je ne me porte pas candidat, mais je ne vais pas créer une inflation de candidature ou un syndrome de candidat. Dans tous les cas, ce qui me paraît prioritaire aujourd'hui, c'est d'abord que nous partagions cette vision, que cette vision de transformation des mentalités, d'amener les jeunes gens à prendre leur destin en main, qu'on fasse passer n'est-ce pas, cette vision-là. Peut-être que le moment viendra où l'avenir nous dira, à ce moment-là, ce qu'il faudra faire. Mais dans tous les cas, ces moments que nous traversons dans notre pays, ce sont des moments décisifs. Alors, soyez patients, peut-être que l'avenir et l'histoire détermineront le reste. Dans tous les cas, les Camerounais, dans sa grande majorité, sont indignés. Ils veulent le changement et ils vous observent. C'est très bien qu'il continue. Merci.